Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Véronique Grenier, bonjour. Allô. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais là, merci à vous surtout de l'avoir fait. Je vous présente en quelques mots. Véronique, blogueuse, chroniqueuse et auteure, vous enseignez la philosophie au collégial depuis 2009. Vous avez collaboré aux revues Art le Sabord, XYZ, la revue de la Nouvelle, Jet d'encre et Exit. Vous tenez une chronique hebdomadaire dans le journal La Nouvelle et êtes blogueuse à Urbania. Et vous tenez votre propre blog aussi, Les Petits Pimouins. Et j'ai bien dit les petits puis moi et non pas les petits et moi. En 2015, vous signez la pièce Moi puis toi qui s'intéresse à la dépression. Vous êtes lauréate du prix Coup de cœur du Conseil de la culture de l'Estrie en 2015 et votre premier roman, Hiroshima, est paru aux éditions Ta Mère en 2016. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Quelques autres petites choses dont on aura l'occasion de parler peut-être en cours de cette rencontre. Alors, Véronique, on s'intéresse aujourd'hui à vos influences et je vous pose la question, de qui ou de quoi êtes-vous la contemporaine? C'est tellement la plus grosse question de toute la vie parce que j'ai lu sans arrêt depuis, je pense que je sais lire, mais j'avais pas d'amis quand j'étais petite, fait que je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. Mais je dirais que les auteurs qui m'ont le plus marquée, puis à qui je dois vraiment beaucoup, il y a évidemment Camus. Ici, j'ai amené Noce, mais L'étranger a été comme une œuvre vraiment marquante. Je lis 2 fois par année depuis l'âge de 13 ans. C'est vraiment comme ça a été un pivot. Est-ce que vous vous rappelez qui vous avait mis le livre entre les mains ou vous êtes juste allé... C'était chez ma tante. Ma tante et mon oncle qui avaient une immense bibliothèque. Là, je leur ai piqué Kundera à peu près à la même époque, puis du Spinoza que je comprenais vraiment pas. J'avais abandonné très rapidement, là, mais non, c'était dans la bibliothèque. Je m'ennuyais un soir, je l'ai pris, je l'ai lu. Je l'ai refermé. Je l'ai relu une 2e fois tout de suite. Puis je suis devenue athée. Là. Ça a été vraiment ça. J'étais dans ma passe, je l'ai dit avec un petit peu de gêne, mais j'étais dans ma passe New Age et ces choses-là. Fait que ça a mis un terme là, à tout ça. Brutal. Très, très brutal. Mais ça a été vraiment le minimalisme, dire tellement avec des phrases qui sont sujet, verbe, complément, toute la question de l'absurde aussi, évidemment. Là. Donc, je suis rentrée de plein fouet dans la contingence des choses avec ce livre-là, puis ça m'a jamais quittée. Je pense que ça a été à la fois une bonne et une mauvaise chose, là, dans mon parcours. Puis sinon, les auteurs du 19e, je leur dois vraiment beaucoup aussi. Passer beaucoup de temps à écrire un cadre de porte, je pense que ça a eu comme une influence aussi sur mon narratif, mais plus tard, peut-être un peu que je l'ai senti. Là. Donc, l'écriture, la lecture fait partie de votre vie depuis presque toujours. Tout le temps, oui. Et l'écriture, bon, vous en parlez, vous êtes tombé sur L'étranger déjà, la forme narrative, l'écriture, l'économie de mots, déjà ça vous touchait, ça vous rejoignait. Est-ce que vous écriviez déjà à cette époque? Oui, des trucs terribles. Là. Je veux dire, j'avais 12-13 ans, là, je ne le relirai plus aujourd'hui. Mais quand j'avais 3 ans, je m'étais inventé un alphabet pour écrire des choses parce que je ne maîtrisais pas encore le premier. Puis j'avais déjà des... Fait que je parle de mon chien, je pense, puis je sais plus quoi. Fait que très, très tôt, j'ai eu un besoin de dire, je dirais. Puis tout le long de mon secondaire, j'écrivais de la poésie de marde. C'était vraiment épouvantable. Là. Mais Nelly Gant était très près de mon cœur à l'époque. Lautréamont aussi. J'avais été vivement marquée par les chants de Maldoror. Comment on pouvait dire des choses aussi terribles, en fait. Là, il y avait vraiment... Puis une largesse dans l'écriture. Il y avait des choses que je trouvais là qui me frappaient beaucoup. Puis c'est au cégep, Hugues Corriveau, je sais. Oui. Bon, Hugues était professeur au cégep de Sherbrooke, puis à un moment donné, via le Patrick Nicole, en fait, il a lu mes trucs, puis il a fait « c'est pas si mauvais ». Il m'a pris sous son aile et il m'a vraiment coaché beaucoup. Tu sais, il est très dur, Hugues, là, fait que j'ai vraiment appris beaucoup avec lui, puis il m'a introduit aux revues.
Donc, c'est la liste de revues que vous avez énumérée tout à l'heure. Donc, ça a été vraiment là. Mais à l'époque, j'écrivais, j'attendais que l'inspiration vienne. Fait que c'était peut-être un truc par année qui sortait, qui était publié. Et là, l'exercice de l'écriture, finalement, devenait de plus en plus fréquent. Donc, vous vous colliez à cette page blanche plus souvent. Mais là, il fallait que... Mais c'était drôle. En fait, j'avais des journaux intimes. J'ai vraiment une culture du journal intime. Là, des Moleskine, j'en ai plein. Mais quand je relis à cette époque-là, j'étais toujours frustrée d'avoir rien à dire. J'avais rien vécu. Fait que j'imagine que ça jouait. J'essayais d'étudier en même temps. J'avais déjà des problèmes un petit peu aussi avec la santé mentale qui rendait les choses un peu difficiles. Mais j'attendais que l'inspiration vienne. Ça a été vraiment un frein pendant longtemps, jusqu'à ce que j'ai des enfants. Là, ça a tout changé. Parce que vous vous lancez de façon... C'est-à-dire que là, vous attendez plus, vous êtes, j'imagine, dans une urgence. J'avais besoin de crier. Ah oui. Ça a été vraiment ça. Là. J'avais lu... pourquoi le nom bloque, le Marindigue, les chroniques d'une Marindigue. Oui. Puis je lui dois beaucoup parce qu'à l'époque, je voulais même pas d'enfant quand j'ai lu ça, mais j'avais trouvé ça magnifique, en fait, ce qu'elle osait dire, l'espace qu'elle prenait. Puis quand je suis tombée enceinte de mon fils, là, je lisais les livres sur la maternité, puis ça avait l'air juste beau. Puis même dans ma tête, l'image était juste belle. Puis quand mon fils est né, non, là, il y a eu comme une brèche. Dans la réalité, il y a eu un choc. Oui. Puis avec ma fille, là, ça a été vraiment un autre pan. Puis là, j'ai eu besoin de gueuler sans arrêt ce que je vivais. Puis là, mon premier blog s'est lancé. Puis donc, l'écriture comme moyen de survie, comme acte de résistance aussi. Complètement, je pense. Comme exutoire, comme purgation, comme manière de pas devenir complètement folle, je pense. Mais comme besoin de créer des communautés aussi. Je me disais toujours, je suis pas la seule. Je dois pas être seule qui vit ce que je vis. Il doit y avoir d'autres gens. Mais d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans vos textes. Vous puisez de votre propre expérience personnelle, vous vous intéressez à l'ordinaire, vous êtes une chroniqueuse de l'ordinaire, en fait. On vous décrit souvent comme ça. Ça s'est fait naturellement, justement, par besoin de dire, mais aussi peut-être pour aller vers l'autre, pour qu'il y ait une résonance. Oui, il y a eu des deux. Je pense que j'ai été complexée super longtemps pendant mes études en philo parce que j'arrivais pas à générer des nouvelles idées. J'étais vraiment comme pour me rendre compte qu'il n'y a pas grand monde qui génère des nouvelles idées finalement. Mais j'avais cette capacité-là à juste dire les affaires comme elles sont, puis à le faire correctement peut-être, dans le sens où ça rejoignait les gens. En 2012, pendant la grève, le printemps érable, j'étais vraiment impliquée beaucoup. J'avais écrit des textes, dont un qui était paru dans Le Devoir, puis l'écho avait été massif. Puis là, j'ai pris conscience vraiment du pouvoir des mots, de l'aspect fédérateur aussi que ça peut avoir. Puis, justement, avec le blog, avec les enfants, c'est là où j'ai mesuré la capacité qu'on peut avoir à créer des communautés en nommant des affaires qui, d'habitude, sont gardées un petit peu cachées. J'ai comme plus de filtre, je pense, un peu ça. Vous abordez, il faut le dire, des sujets tabous quand même. La santé mentale, la difficulté d'être mère. C'est des sujets... ça prend quand même un certain courage aussi de se livrer comme ça. Est-ce que vous attendiez un tel écho? Non. Ça a été, parce que c'est quand même assez fulgurant, la réponse. Si on prend juste... Bon, vous avez signé quand même plusieurs textes sur la santé mentale. Vous avez choisi de livrer votre expérience aussi. Donc, est-ce que ça agit aussi comme une sorte de réconciliation pour vous? Ou peut-être juste de dire... Je sais... Peut-être un peu. Je pense qu'en fait, c'est surtout qu'en nommant, ça me donne parfois l'impression d'avoir une prise, en fait, sur ces choses-là. Le mot vient figer des trucs très abstraits. Je pense que c'est aussi, au final, beaucoup parce que... pour me sentir moins toute seule, ultimement, dans ces expériences-là. Même si parfois le dialogue est difficile. C'est-à-dire, dès qu'on sort un texte sur la santé mentale qui vient toucher un peu les gens, les gens écrivent, tu sais, mais là, c'est à coup de 500 messages. Là. Les gens ont besoin aussi, parfois, d'une discussion, souvent que moi, je peux pas avoir toujours, parce que c'est des trucs qui sont un petit peu trop collés, trop près. Ultimement, ce que j'avais le goût de dire, je l'ai dit dans le texte, tu sais, pour que d'autres puissent s'y reconnaître, puis justement, le savoir qu'ils n'étaient pas seuls à vivre ces horreurs-là, qui sont très peu nommées. J'ai vraiment l'impression que ça prend une certaine maîtrise de la langue pour la déconstruire comme vous le faites. Parce que
vous maniez la langue d'une façon très, très personnelle, très singulière. C'est ce qu'on... C'est gentil de le dire comme ça. Il y a des gens qui disent que je la bûcheronne puis que je la connais pas du tout. C'était dur au début à Urbania, surtout. Là, je dirais qu'il a vraiment été un terrain de jeu pour ça. Je sais pas trop ce que je fais. Je joue, ultimement. Ouais, c'est des jeux de langage, pour reprendre une expression de Wittgenstein, mais j'ai fait de l'allemand, j'ai fait du grec ancien, j'ai lu comme vraiment plein d'affaires, puis on dirait qu'à un moment donné, je me suis juste autorisée à faire ce que je fais parce que c'est vraiment de la licence là, que je prends. Parfois, j'ai l'impression avec le français, mais pour dire les choses le plus justement possible, le plus collé sur le réel. Puis des fois, la langue comme elle était, on dirait qu'elle ne me le permettait pas. Là. Donc, il y a ce rythme, ce souffle. On a souvent envie de vous lire à voix haute, vraiment. On sent que la poésie vous inspire beaucoup aussi. Oui. Bien, en fait, ça s'impose. Je pense que dans la poésie, justement, il y a, il y a les images, mais le fond et la forme sont super nécessaires. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui s'est imposé, je dirais, à un moment donné. Je faisais plus comme de la nouvelle avant, puis à un moment donné, tu sais, je pense que c'était dans le besoin de dire les choses, justement, de créer des images qui venaient frapper, mais qui permettaient justement de générer les échos un peu dont vous parliez tout à l'heure. Mais ça se fait juste si on se permet de crisser un peu la hache dans comment ça doit être. Là. Même mon fils me le reproche là, quand il a 7 ans, puis il lit par-dessus mon écran. Puis comme maman, ça se dit pas ce que tu fais. Ouais. C'est vrai qu'on ne reçoit pas ça de la même façon quand on est enfant, hein, parce que là, on est vraiment dans l'apprentissage de précis de grammaire française, donc c'est difficile d'en sortir. Je l'ai dit en introduction, vous avez publié il y a 1 an maintenant Hiroshima, un bref récit coup de poing, un récit qui semble avoir jailli de façon vraiment fulgurante. Quelle a été l'expérience d'écriture de ce roman? Ça a été le mot fulgurant et le mot juste, là, ça a été un 5 jours. Tout simplement. Un 5 jours pendant lequel mon ordi était ouvert. J'avais des carnets tout le temps. Je m'écrivais sur les bras aussi. Puis ça venait. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est comme un flot ininterrompu. Quand j'ai eu fini, je ne savais même pas ce que j'avais fait. En fait, c'est comme c'est peut-être un livre, mais je ne suis pas certaine. Puis je l'ai envoyé à un ami qui m'a dit « Oui, tu as quelque chose. » Puis j'ai fait « OK. » Fait que je l'ai envoyé chez ta mère tout de suite parce que j'aimais ce qu'il faisait, j'aimais le... Bien, c'est ça. Senti une affinité avec des avec déjà ce que j'avais vu là. Puis 2 semaines après, il me faisait venir à Montréal. Puis il était comme, OK, oui, on te publie. Puis après, on a joué un peu avec les fragments, l'organisation du texte. J'en ai peut-être ajouté 1 ou 2, mais ça a été tout. Fait que ça a vraiment tout était là. Ouais. C'est la première incursion dans la fiction? Oui, quoi que c'était dans les nouvelles un peu avant. Il y avait, même si c'était des fois, parfois, quand même un peu proche de mon vécu, mais oui, on peut dire ça comme ça, première incursion dans la fiction. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous nous rameniez dans cet univers? Pas lui. Je pense que c'est vraiment juste une fois, mais oui, tout à fait. Mais il y a des choses qui s'en viennent bientôt, là. C'est vrai? Je peux pas dire quand encore, mais bientôt. Suspense. Oui. Vous travaillez aussi sur un essai. Oui. Donc, en santé mentale, qui vous occupe beaucoup. Depuis vraiment longtemps, j'ai dépassé plusieurs deadlines, mais il a été beaucoup plus dur à écrire que ce que je pensais, parce qu'il y a un aspect de sérieux dedans, en fait. J'intègre des auteurs, c'est pas juste comme se livrer sur la table, c'est pas ce que je voulais faire. Là. Je trouvais qu'il y avait, entre les livres purement médicaux sur la question, puis les récits où on s'épanche, je trouvais qu'il me manquait quelque chose qui ressemblait un peu au texte que j'ai fait à Urbania, mais aller ailleurs, là, vraiment avec les auteurs qui m'ont accompagnée sur ces questions-là, moi, pendant des années. Mais je voulais créer quelque chose qui ferait du bien aux gens qui, justement, souffrent, quelque chose aussi qui aiderait les gens qui accompagnent des gens qui souffrent à comprendre, puis aussi vraiment déconstruire les tabous dans l'espace public sur ces questions-là, qu'on arrive à comprendre ou à voir, en fait. Ça devient une phénoménologie, si je mets des gros mots, là, de ces choses-là, parce que dépression, ça veut rien dire, ultimement. Vous avez parlé tout à l'heure de votre amour des journaux intimes, des carnets. Vous vous intéressez beaucoup en littérature aussi à des carnets, des journaux intimes d'auteurs marquants. Oui. Pour avoir accès à la pensée
en fait, à la construction de la pensée? Je pense que oui. Pour participer à l'intime ou un peu des deux? Peut-être les deux. Peut-être un côté voyeur aussi, là. Mais tu sais, Anaïs Nin, j'ai vraiment aimé la lire. Même chez les philosophes que je travaille en Arendt, ces journaux de pensée, c'est vraiment magistral, là. Quoi qu'il y ait des trucs en allemand, en latin, dans toutes les langues, c'est un peu intense d'être capable de le lire, mais j'aime le parcours à côté. C'est ce qui, parce que l'œuvre, c'est le truc qui est fini, mais tout ce qui a conduit, amené à... Chez Sylvia Plath, il y a des trucs vraiment intéressants aussi dans la narration de son quotidien, où est-ce qu'on voit justement elle-même aussi ces différents troubles de ces oscillations, là, ces problèmes de santé mentale qu'on va moins retrouver dans la forme figée. Fait que, Virginia Woolf aussi, j'ai vraiment aimé lire ses journaux. Simone de Beauvoir aussi. Il y a quelque chose de profondément touchant aussi là, dans le narratif du quotidien, ultimement, qu'on retrouve là-dedans. Là. Véronique, c'est déjà tout le temps qu'on a. OK. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Puis on a très hâte de pouvoir vous lire dans les prochains mois. Merci beaucoup.